Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à ce conseil municipal du 11 décembre, qui est le dernier de l'année. Tout d'abord, je souhaite souhaiter la bienvenue à Violaine Fourquier, qui est notre deuxième jeune du service civique. Bienvenue Violaine, qui est parmi nous ce soir. Je vais vous soumettre le vote du procès-verbal de la précédente séance. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Benat. Je vous demande de bien prononcer votre nom au moment de vos interventions. Je vais nommer une secrétaire de séance, Christelle Aubertin, et je vais lister les pouvoirs. Donc, Romain Espinoza a donné son pouvoir à Jean-Antoine Espinoza, Ghislaine Hénard a donné son pouvoir à Michel Légereau, et Nathalie Runcer a donné son pouvoir à Jean Benat. N'oubliez pas de signer la feuille d'émergement qui passe dans la salle. Nous allons passer à la première délibération. Première délibération, décision modificative numéro 2 du budget 2024. Et le rapporteur, c'est Marielle Martin. Ça va pas aujourd'hui. Il va falloir qu'on se mette... Marielle Martin, tout à l'heure, c'était bien émarquement, Béatrice. Bonsoir. Donc, première délibération sur les modifications. Pour la troisième, du coup, nous avons des déplacements dans les chapitres. Donc, nous remettons à jour au niveau du fonctionnement, dépenses et diminution et augmentation de crédit, que ce soit sur les fonctionnements et l'investissement. Pour faire état du tableau, nous avons en augmentation de recettes un total de 163 722 € et en face une diminution de dépenses qui est de une augmentation de dépenses de 163 722 €. Y a-t-il des questions sur la modification? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La délibération suivante, c'est toujours Marielle Martin qui va la rapporter. C'est l'ouverture de crédit par anticipation. Voilà, comme chaque année, nous allons avancer l'ouverture de crédit pour entamer la première partie de l'année 2025. Il s'échelonne sur une ouverture d'un quart des crédits, des dépenses d'investissement sur la période de 2024. Le montant qui est autorisé pour le budget est de 422 932,30 € pour démarrer l'année qui arrive. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante, recueil des tarifs 2025. Donc chaque année, nous revoyons les tarifs de 2025 sur la totalité des locations et tarifs de la commune. Il n'y a pas de changement, à part qu'il a été proposé d'ajouter une gratuité par an pour un prêt de matériel au profit des pompiers de Caderousse qui organiseraient un événement au sein de la caserne. Pour le reste, rien ne change. Y a-t-il des questions sur ce tarif? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération suivante, c'est toujours toi, Marielle, créance mise en non-valeur. Voilà, donc les créances. Chaque année, on revoit aussi les créances qui ne sont pas recouvrées. Il y en a de moins en moins. Nous avons fait le tri. Et là, pour cette année, il y a un montant qui est de 307,10 €. C'est beaucoup de petites factures que le Trésor ne peut pas recouvrir.
Donc du coup, on fait une créance que l'on a mis en non-valeur sur le budget. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante. C'est encore toi, Marielle. Approbation du rapport CLET et modification des attributions de compensation. Voilà, donc au sein de la CCPOP, il y a eu un changement au niveau du rapport de la CLET sur les AC donc, qui sont attribués à chaque commune. Habituellement, depuis 2016, la commune des Caderousse touchait 899 559 euros. Il y a une rectification a été vue sur ça pour nous participions dans les communes, on va dire, plus riches, à participer à aider les communes moins riches, qui étaient comme Châteauneuf ou Jonquière, ce qui fait que Caderousse, Courthézon et Orange participaient à cela, à cette contribution. Cette contribution va être augmentée pour les 3 communes qui participaient à l'aide. Pour Caderousse, il a été voté d'un montant de 64 929 euros en plus pour l'année 2025 qui arrive. Il faut déduire à cela, on va dire, le coût de l'entretien et de la prise en charge du lotissement du Pélory. Au sein de la communauté de communes. Le montant par an a été établi à 13 175,40 euros. Si on enlève ceci à l'augmentation du montant précédent, nous arrivons à une nouvelle AC pour 2025 qui va être de 951 313 euros au lieu de 899 559 euros. Nous avons eu depuis ces précédentes années. Avez-vous des questions? Oui, je m'adapte. Ces 13 175 euros, ils ont été retirés sur 2024 ou pas? Ça sera à partir du 1er janvier. C'est à partir du 1er janvier parce que c'était trop compliqué pour les services de la communauté de communes de faire des calculs, on va dire, au prorata sur une période comme ça. Donc il était conclu qu'il démarrait au 1er janvier et cette somme, c'est celle qui sera annualisée. Donc c'est un prix au mètre carré. D'accord. Le montant de l'AC des 899 000, c'est ceux qui ont été affectés à 2023. C'est ceux qui étaient précédemment. Y a-t-il d'autres questions? Non, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante, mandat spécial, Congrès des maires. Oui, pour le Congrès des maires, nous devons voter une délibération pour permettre qui a participé au dernier congrès qui s'est tenu à Paris. Pour cette participation, nous sommes de délibérer. Et avez-vous des questions sur ceci? Oui, Jean-Benoît. Monsieur le maire, c'est où je m'adresse. Avec ce que vous percevez donc, de la commune, je sais pas, 1400 000 euros, ça ne suffit pas pour aller au Congrès des maires, il faut que les Caderoussiens payent mon frais. C'est une obligation réglementaire de délibérer, c'est demandé par les services fiscaux et ça fait partie de la fonction de maire. Et c'est pas plus facile pour la communauté des communes, pour le président de la communauté des communes, de gérer à la place des maires du canton. Je vous dirais que là, c'est l'intérêt de la commune et pas de l'intercommunalité. On ne va pas un bal masqué et faire la fête. On va rencontrer différents services de l'État. Et ça nous permet aussi, comme vous pouvez le voir, d'avoir des subventions ou d'avoir des informations sur le fonctionnement global des collectivités. Merci. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Monsieur Benat. Qui s'abstient? Vous votez aussi pour... alors, Monsieur Benat et Madame Rincer sont contre. Qui s'abstient? Nous allons passer à la délibération suivante.
Alors, la délibération suivante, c'est remboursement matériel, Monsieur Pavier. Oui, il y a eu une demande de location de matériel de M. Bruno Pavier pour le 20 août qu'il a dû annuler, il a été prévenu. Et pour cela, il fallait rembourser la compte qu'il avait réglée pour cette location, qui était pour le 30 septembre. Voilà. Pas de questions. Pas de questions, on va passer au vote. Au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération suivante, révision de convention prestation archive avec la CCPOP, mise à jour des tarifs. Et sans comptoir. Alors, pour les archives de Caderousse, nous avons une convention au sein de la communauté des communes qui nous permet de pouvoir continuer la gestion de l'archivage au niveau électronique et papier, qui est mis au sein de la commune. Il y a un changement, on va dire, une évolution de tarif qui est pratiquée par la CCPOP. Initialement, le montant était de 24 € par heure, soit un forfait journalier de 168 € hors taxe. Il passe à 26,66 € hors taxe. Donc ça passe à 213 € hors taxe pour l'archivage des documents de la commune. Y a-t-il des questions? Oui, chez les jours, le nombre d'heures approximatif que passe la... Alors là, il y a eu un gros travail précédemment. Ça a été fait au tout début du mandat. Là maintenant, ça va. Ça, c'est tout le gros effet. Il y a, voilà, c'est la demande. Là, la plupart des choses ont été réalisées. Donc, si il venait à revenir faire une prestation, là, c'est plus de l'archivage en soi, comme le travail qui a été effectué, mais c'est plutôt entretenir les dossiers. Donc, archives anciennes et archives modernes, archives municipales. Les archives municipales. Et si c'est de l'archivage à entretenir, ça justifie ces 11% d'augmentation? Ça, c'est la prestation qui est proposée par la communauté de communes. Ben, ça suit l'inflation des salaires, parce que ce sont des personnes qui viennent effectuer ceci, donc ça suit l'évolution. Ils le sous-traitent en fait. Non, c'est des archivistes. Non, c'est les archivistes de la CCPOP qui font ça. Pour ça, on a une convention avec eux et l'augmentation fait que voilà, ça subit comme on subit sur tous les fronts. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La délibération suivante, je suis le rapporteur. Désignation du référent déontologue des élus et adhésion à la mission d'assistance et de conseil mise en place par le centre de gestion Vaucluse. C'est un avenant. Nous avions déjà voté cette délibération. C'était le 27 septembre 2023. Et là, aujourd'hui, on vous propose juste d'intégrer, ce coup-ci, nous avons ces nominatifs. Nous avons deux personnes qui intègrent cette liste. C'est M. Peretti et Mme Azafalanga. Voilà, c'était juste de prendre acte de cet avenant. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. On va passer à la délibération suivante. C'est Mme Aubertin. Demande de subvention auprès de la CAF pour le soutien au dispositif Conseil municipal des enfants. Donc, comme vous le savez, depuis 2021, le Conseil municipal des enfants existe sur notre commune et nous avons appris que la CAF subventionnait certains projets du Conseil municipal des enfants. Donc, c'est une subvention pour pouvoir en faire la demande. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. On va passer à la délibération suivante. Alors, c'est encore Christelle Aubertin. Demande de subvention auprès de la CAF pour le financement des travaux de végétalisation et de réaménagement de la crèche, le Caderoussel.
Donc, dans le cadre, dans la continuité des travaux que nous menons sur, entre autres, la crèche, un projet a émergé sur le fait de leur faire un jardin. Et la CAF subventionne également ce genre de projet. Et dans cette demande de subvention, il y a également 2 lits ergonomiques pour les enfants. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient à l'unanimité? Les 3 délibérations suivantes, c'est des délibérations sur le renouvellement de conventions de participation aux frais de scolarité entre la commune de Caderousse et la commune de Laudun, entre la commune de Caderousse et la commune de Jusclan, et entre la commune de Caderousse et la commune d'Orange. Donc on va dire une seule délibération et on va voter chacune après les autres. Donc pour pouvoir il nous faut conventionner avec les communes dont les parents des enfants habitent à l'extérieur pour pouvoir facturer en fait les frais de scolarité que l'on vote en début d'année, enfin nous avons en septembre je crois les frais de scolarité. Donc il nous faut ces conventionnements pour pouvoir derrière émettre des factures. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ça revient tous les ans. Ça c'est obligatoire, il faut qu'on le refasse tous les ans. Y a-t-il des questions? Plus de questions? Donc, pour la délibération concernant l'Ardoise, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. La délibération concernant Jusclan, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Et la délibération concernant la ville d'Orange, qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci à vous. Délibération suivante. Convention constitutive d'un groupement de commandes entre la commune de Caderousse et l'association Les Cabanes, marché de restauration collective. Allez, notre marché prend fin pour la restauration scolaire en fin août. Et donc, du coup, il nous faut refaire le marché. Il nous faut conventionner avec les cabanes parce que nous portons dans le marché les repas des cabanes du mercredi. Voilà, cette convention, elle est obligatoire. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante, validation du document unique d'évaluation des risques professionnels. La mise en place du document unique est une obligation réglementaire pour toutes les collectivités territoriales. Nous y sommes arrivés. Il a été mis en pièce donc jointe. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Ballon, c'est qu'on peut le voir parce qu'il n'est pas dans les documents annexes. Il n'y est pas? Si, il est dans les documents dématérialisés et il est consultable en mairie. Oui, parce qu'il est très important, il est volumineux. Vous pouvez le consulter en mairie. En mairie. Il est marqué, oui. Voilà, en mairie. En bas, il était disponible à l'accueil. Parce qu'il est assez volumineux. Donc, et il a été envoyé par mail. Par contre, oui, vous l'avez en démat. Il était dans le WeTransfer. Parce que je ne l'ai pas sorti, excusez-moi. Ah non, alors, par contre, vous pouvez le consulter, il est à votre disposition. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération suivante, modification des lignes directrices de gestion. Et Christelle. C'est pareil, c'est une obligation réglementaire, les lignes directrices de gestion. Là, je vais y arriver, cette révision est valable jusqu'à la durée initialement prévue du 31 décembre 2026. On a été épaulé au centre de gestion pour les finaliser. Elles ont été aussi mises en pièces jointes. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération suivante. Instauration de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement au profit du policier municipal. Donc, encore une obligation réglementaire. Nous devons passer la police municipale d'une manière générale
sous l'indemnité spéciale de fonction d'engagement qui remplace deux indemnités qui touchaient avant, ça fonde de deux en une. Avant, il y avait l'IAT et l'indemnité spéciale de fonctionnement, et maintenant, c'est que l'IFSE qui regroupe ces deux indemnités. Les calculs ont été faits de manière à ce que ce soit transparent pour l'agent. Voilà. Pareil, on a été accompagné par le centre de gestion pour calculer tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante, création d'un emploi non permanent au titre de l'activité accessoire, formation de policiers. Allez, j'y vais encore. Notre police municipale, enfin toutes les polices municipales de France ont l'obligation d'avoir des formations tir, de maniabilité de la matraque, alors ça s'appelle peut-être pas comme ça, du bâton, et des fumigènes. Par le passé, nous le faisions sur Orange, là nous ne pouvons plus le faire, et donc cette délibération, c'est juste l'ouverture d'une création de poste pour une vacation, pour que quelqu'un puisse venir former le policier municipal, et nous, c'est pour pouvoir rémunérer cette personne en fait. Il faut qu'on ouvre un poste juste pour ça, pour qu'il puisse avoir ses formations obligatoires de tir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Monsieur Benach. Là, vous parlez que vous allez donc lui faire du tir. Mais il en fait déjà. Il en fait déjà. En fait, c'est obligatoire. La bombe lacrymogène, oui. Et puis le bâton. Le bâton de défense. C'est des formations obligatoires. C'est obligatoire pour la police municipale. Mais le tir, il va le faire où? On cherche un lieu, tiens, monsieur Benach. On n'a pas chez moi. Donc, et ce sont apparemment, ce sont des consultants extérieurs qui viennent. Ouais. Très bien, y a-t-il d'autres questions? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante, Christelle. Modification du tableau des emplois permanents. Donc, on effectue une modification des emplois permanents. C'est pour ouvrir les postes en vue de l'évolution de carrière. Merci. De pouvoir voilà, sur l'évolution de carrière des agents. Nous fermerons les postes dans le prochain conseil municipal. Là, on fait juste l'ouverture, on fera la fermeture au prochain. Est-ce que vous avez des questions? Vous mettez, monsieur Benach, vous mettez une brigade des chefs principal, il est où celui-là? Il existe, le poste il est déjà ouvert. Il est déjà ouvert, c'était, oui. On en avait deux. Juste une autre question. Oui. Donc, vous allez recruter actuellement un brigadier chef principal, et actuellement, le gardien brigadier que vous avez, il ne peut pas lui évoluer et vous recruter notre personne à la place. Aujourd'hui, nous recrutons un brigadier chef principal. Pour le moment, nous essayons de recruter ce style de profil. Et après, on verra selon l'évolution des candidatures. Nous avons déjà rencontré des candidats et voilà, c'est en cours. La question, est-ce que actuellement, celui qui est en place, donc, lui ne peut pas évoluer ou il est bloqué ou... Non, il n'est pas bloqué. Non, il n'est pas bloqué. Vous n'avez pas peur que le jour, il vous file dans les doigts, il aille ailleurs, s'il n'y a pas d'évolution? Oui. Mais il y a une évolution de carrière pour tout le monde sur la collectivité. Là, aujourd'hui, nous recherchons un brigadier principal. Pourquoi? Parce qu'on n'en a plus depuis le 1er juin de l'an dernier. La phase de recrutement a commencé en juillet. Et nous sommes à la recherche. Les offres d'emploi sont parues sur les différents sites, que ce soit au CDG ou ailleurs. Et après, c'est en cours. Hein. Après, il y a des délais très longs aujourd'hui pour recruter, on le sait. C'est pour ça qu'on s'est pris tout de suite, dès le départ à la retraite du brigadier. Michel Legeron, est son grade à l'heure actuelle au policier municipal qui reste? Alors, je ne l'ai pas de tête, on va demander à Mme Dupine. Voir s'il y a une grosse... On l'a sur la liste, si vous l'avez sûrement sur la liste des emplois. Oui, juste savoir s'il y a 1, 2, 3 échelons entre lui et puis
Je ne l'ai pas de tête, donc à l'occasion. On vous donne la réponse si on l'a avant la fin du conseil. On va passer au vote. Ou y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bernard et Madame Rosner. Vous vous abstenez sur l'évolution Oui, la carrière. des carrières des agents. Alors, d'une autre, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse, parce qu'on ne va pas bloquer les agents. Donc, et voilà. Très bien, merci. Nous allons passer à la délibération suivante, qui est budget principal, attribution de cartes, chèques cadeaux et de colis de Noël pour le personnel de la collectivité. Ben, comme tous les ans, nous offrons aux agents un colis de Noël et des chèques cadeaux pour les agents qui ont des enfants de moins de 18 ans. Voilà, celle-ci, on la fait tous les ans. Il faut qu'il y ait 6 mois de présence dans la collectivité. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La délibération suivante, adhésion libre à l'association InCité, c'est notre partenaire service civique. Cette année, InCite ouvre l'adhésion libre aux communes qui les sollicitent. Donc nous avons décidé d'adhérer à hauteur de 200 €. Voilà. Est-il des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante. Je remplace Romain Espinoza pour cette délibération. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Union Boulliste Tauroise. Nous avions voté lors du précédent conseil une subvention exceptionnelle pour un jeune qui avait participé au championnat de France de boule. Et il s'avère on avait erroné le club pour qui il jouait. Donc ce n'était pas Orange, c'était le Thor. Donc on refait une délibération pour qu'on puisse faire le virement à cette association-là. Voilà. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. La délibération suivante, c'est le renouvellement de la convention entre la ville de Caderousse et l'association L'Arbre à Chat pour la gestion durable de la population féline. Y a-t-il des questions? Vous avez pris tous connaissance de la convention? Oui, Michel? Oui, Michel Giraud. Il me semblait qu'il avait été envisagé de faire une convention directement entre le vétérinaire et puis la municipalité. Alors, j'avais cru comprendre ça en rencontrant la personne qui s'occupe de l'arbre à chat. Est-ce que c'est une impossibilité entre... Non, il y a la convention, nous, la commune, on ne peut pas conventionner directement avec le vétérinaire. C'est cette association qui a pour rôle sur la commune de s'occuper et de soigner les chats. Et nous, cette convention, qui est une convention annuelle, tacite reconduction 2 fois et arrive à échéance, c'est une convention d'objectifs et de moyens. C'est-à-dire, ils ont des objectifs aussi, comme vous avez pu le voir sur celle-ci. L'objectif, ce n'est pas pour nourrir les chats, là c'est pour les soigner, les stériliser et les pucer. Chaque année, on rencontre les membres de cette association qui nous donnent le nombre de chats qui ont été traités. Et je vous dirais qu'actuellement dans le village, la dernière réunion que nous avions fait avec eux, de mémoire, c'était en juillet. Et il leur restait 4-5 chats à traiter. Donc l'objectif, c'est de les soutenir pour qu'ils puissent intervenir auprès des chats. Mais j'avais cru comprendre en discutant avec Romain Espinoza, justement qu'il y avait un problème. En fait, en début d'année, on leur alloue, admettons, la somme de 500 €, 100 € par chat. Mais ils sont incapables de dire si en début d'année, admettons, en mars, ils ont obtenu leur subvention 500 €, ils ont 7 chats d'un coup,
ils vont se retrouver avec une avance de trésorerie et à première vue, ils n'ont pas ces moyens. Alors, on a une obligation de faire une convention d'objectifs et de moyens. C'est-à-dire, pour cette convention, nous allons, au moment où on va voter les subventions, c'est-à-dire au mois de mars prochain, nous allons leur donner 800 € de subvention. Il restera 200 €. Comme on est sur une convention d'objectifs et de moyens, ces 200 € sont donnés uniquement s'ils en ont besoin. Hein. Et ça nous permet aussi de contrôler l'argent public. Hein, ce n'est pas une subvention de fonctionnement. À côté de ça, ils ont une subvention de fonctionnement, comme beaucoup d'associations dans le village. Et là, c'est vraiment une subvention prévue avec cette convention pour pouvoir gérer et traiter cette population. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante. Renouvellement de la convention de prestation des services en matière d'entretien des espaces privatifs avec la CCPOP. Donc vous avez tous pris connaissance du document. C'est une convention que nous signons annuellement avec la CCPOP afin qu'ils puissent intervenir dans des lieux privés de la commune. On peut parler des sanitaires qui sont faits tous les jours par les services de la CCPOP. On peut parler des parcs, des jeux d'enfants, ramassage des poubelles et nettoyage des parcs enfants. Vous avez pu voir aussi qu'il y a aussi certaines poubelles dans d'autres lieux. Et à côté de ça, il y a des prestations annexes qu'on n'utilise pas, mais au cas où nous en ayons besoin, nous avons déjà la convention. Voilà. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Les 3 délibérations suivantes, c'est des présentations de rapports. Donc, il y a le rapport sur le prix et la qualité du service d'assainissement 2023. Il y a la prévention du rapport sur la présentation du rapport sur le prix et la qualité des services de l'eau 2023 et la présentation du rapport d'activité de l'ORAV 2024. Voilà, donc vous avez tous pris connaissance de ceci. Là, on prend acte ou on vote? Non, on prend acte. Hein. On prend acte de ces rapports-là, voilà, comme toute commune de notre intercommunalité. On peut poser des questions ou pas? Oui. Après, vous pouvez poser des questions. Une chose, par contre, c'est que ces questions, c'est la CCPOP qui a la compétence, ce n'est pas la mairie ou l'ORAV, si vous avez des questions concernant l'ORAV. Les questions, j'en ai sur l'assainissement, j'en ai sur l'eau. Donc ça, si vous voulez, vous les formalisez, puis je transfère ceci à la CCPOP. On pourra les avoir, j'en ai combien à peu près? Les réponses. Mais quand vous voulez voir quelqu'un à la CCPOP, M. Benat, c'est pas à vous que je vais dire que c'est rapide. Hein. Oui. Donc vous pouvez facilement formaliser. Alors là, comme on est au sein du conseil municipal, vous me formalisez ceci, et ça passe par les services, et je transfère vos questions, bien sûr. Donc les questions, je prendrai rendez-vous avec la CCPOP, je les poserai. Alors, ou vous prenez rendez-vous avec la CCPOP, ou sinon vous les envoyez, comme on est lors du conseil municipal, et on les transmet à la CCPOP, il n'y a pas de souci. On avait fait la même chose l'an dernier. Parce qu'il y a des choses que, est-ce que, je ne sais pas, moi, la question que je me pose là, si vous me permettez, est-ce que quelqu'un regarde les bilans de tout ça? Personne ne le fait. Parce qu'il y a des trucs qui sont aberrants. Donc, j'enverrai ça par courrier. Il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, donc ça prouve bien que... Et pourquoi, lorsque vous remettez les rapports annuels, il n'y avait pas une personne de la POP qui expliquerait un peu? Alors, il y a le conseil communautaire qui a lieu, où la POP présente ceci, et vous êtes conviés, il n'y a aucun souci, vous avez les informations du conseil communautaire et que lors du jour, et vous les avez, vous pouvez, c'est ouvert au public. Et les dates du conseil, elles paraissent où? Sur quoi elles paraissent? Les dates du conseil, elles paraissent sur le site de la CCPOP. Non.
les dates apparaissent directement au niveau de la CEPOP. Comme nous, on fait paraître les dates du conseil municipal. Il y a une communication, en fait, dans ce sens. Hein. C'est un service qui est à votre disposition. Et c'est eux qui ont la compétence. C'est comme l'oral, si vous avez des questions, posez à l'oral. C'est pareil. Vous allez voir quand vous allez payer l'eau et l'assainissement, comme ça va vous coûter. C'est impressionnant. Voilà. Alors, on vient à ce que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. Une partie des travaux de la STEP peuvent se payer. C'est ceux qui rejettent l'assainissement collectif qui vont payer. Et bon, j'enverrai les questions à Mme Loukid, et si vous permettez, à ce moment-là. Très bien, pas de souci. Je vous remercie, M. Benoît. Et la dernière délibération, ça me tenait à cœur de vous la présenter. Parce que, comme vous le savez, on a une actualité qui n'est pas très positive en ce moment au niveau des collectivités. Et l'association des maires de Vaucluse a souhaité qu'on prenne acte, nous, conseil municipal, des soucis que nous rencontrons et des soucis que nous allons rencontrer dans le futur sur la partie économique et aussi les décisions qu'ont pu prendre les services de l'État par rapport au budget des collectivités. Donc, je ne sais pas si vous avez pris note de cette délibération. Je vais vous la lire. C'est une motion pour le maintien de l'autonomie des collectivités territoriales et la préservation de leurs moyens d'action. L'Association des maires de Vaucluse souhaite attirer l'attention sur l'importance de défendre l'autonomie financière et fiscale de nos communes et invite à valider la motion suivante. La situation des finances publiques et de la dette marquée par la publication des chiffres du déficit public pour l'année 2023 appelle à une mesure d'économie et le gouvernement a fixé un objectif de réduction des dépenses de fonctionnement des collectivités de 0,5% en volume en dessous du niveau de l'inflation afin de contribuer à l'effort national de redressement des finances publiques. Ces efforts se traduisent par une réduction globale de 15 milliards d'euros sur 5 ans pour les collectivités, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur leur capacité à maintenir les services publics locaux et assumer les missions supplémentaires qui leur sont confiées, notamment en matière de santé et de sécurité. À titre d'information, les collectivités territoriales réalisent 70% de l'investissement public national et à près de 20% des dépenses publiques, alors qu'elles ne représentent que 9% de la dette publique totale. Il est donc important de rappeler leur contribution majeure à l'économie locale et au développement des territoires. Depuis 20 ans, l'autonomie financière et fiscale des collectivités a été progressivement réduite par des réformes successives limitant leurs leviers fiscaux, ce qui nécessite une réflexion concertée sur la préservation de leurs moyens d'action. Il est à souligner que les collectivités territoriales, malgré la réduction de leur autonomie fiscale, continuent de jouer un rôle central dans le maintien des services publics et la réalisation d'investissements locaux essentiels à la vie des territoires. La présente motion rappelle que les maires et les élus locaux ont été en première ligne lors de la crise sanitaire, mobilisant leurs moyens pour compenser les carences observées et qui subissent aujourd'hui les effets de la hausse des coûts de l'énergie et des normes imposées par l'État, avec des répercussions sur leur budget. Ces efforts budgétaires interviennent alors que les collectivités sont engagées dans la mise en œuvre de la seconde partie de leur mandat, impliquant des investissements indispensables, notamment en faveur de la transition écologique et du développement durable. Il est donc demandé au gouvernement de prendre en compte les spécificités locales et la diversité des situations des collectivités dans l'application des mesures de réduction des dépenses afin de garantir leur capacité à mener à bien les projets décidés dans le cadre des engagements municipaux. Il est donc également appelé
par l'Assemblée délibérante à un dialogue renforcé avec l'État et les collectivités pour garantir l'autonomie financière et fiscale des territoires en veillant à une transparence et une prévisibilité accrue des relations financières conformément aux principes de décentralisation prévus par la Constitution, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment de l'article L2121-29. En conséquence, et après consultation des commissions compétences, le conseil municipal décide d'adopter la motion présentée ci-dessus. Voilà, je vous demande de voter. Est-ce que vous êtes contre cette motion? Vous vous abstenez? Merci. Voilà fini le conseil municipal du 11 décembre. Nous allons passer aux questions diverses. J'ai deux questions de Madame Ronser. Je les lis ou vous en occupez, Monsieur Benard? Je vous laisse l'honneur de venir. Allez-y. Je vous remercie. Quel honneur. Alors, la première question, c'est de nombreux parents ont remonté l'information sur le système de réservation de la cantine le mercredi soir pour la semaine suivante est trop restrictif. Serait-il possible de remettre en place le système hors délai pour permettre aux parents ayant des imprévus ou des oublis de mettre leur enfant à la cantine? Dans le cas contraire, serait-il permis aux parents d'apporter les pique-niques de leurs enfants ce jour-là à titre exceptionnel? Bon, vous le savez, le système de réservation a évolué à la demande de notre prestataire de restauration collective pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Bon, c'est la loi. Aujourd'hui, on est dans l'obligation de limiter, bien sûr, les dépenses et surtout le gaspillage alimentaire. Donc, ça fait partie de la loi Egalim que toutes les collectivités doivent respecter. Celles qui ne le font pas sont celles qui disposent d'une cuisine centrale. Il est vrai que c'est plus facile pour un établissement scolaire, en ayant la cuisine sur place, de pouvoir dire au chef plus 2, moins 2. Voilà. Et nous, il est vrai qu'on n'a pas les moyens de ceci, et en sachant que le prestataire, lui, a obligation d'éviter le gaspillage. De plus, il a des contrôles par les services de l'État par rapport à ceci. Et de plus, souvent, ces prestataires-là n'ont pas qu'une seule école, on en a plusieurs, et dans la masse, ça représente rapidement de grosses quantités de gaspillage. Et souvent, c'est des produits cuisinés qui ne peuvent pas être réutilisés ou même donnés à des associations caritatives pour des raisons d'hygiène. Donc voilà pourquoi ils nous ont demandé ceci. On a changé le système informatique il y a 2 ans maintenant sur la gestion. On avait 3 ans. Et il nous a demandé, comme il a demandé à tous ses clients, c'est de pouvoir réserver à l'avance. Alors réserver à l'avance, c'est le mercredi pour le lundi suivant. C'est-à-dire J-5, sachant qu'il y a le week-end au milieu. Nous, ça nous permet de passer nos commandes dès le jeudi, le nombre de repas, et lui, ça lui permet aussi de se réapprovisionner auprès de ses fournisseurs pour pouvoir lancer ses productions. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de respecter ceci. On n'a jamais laissé un enfant sur la touche et à l'extérieur de l'établissement sans manger, rassurez-vous, mais il est vrai qu'il faut absolument qu'on respecte ceci. Donc voilà, en sachant que sur d'autres collectivités, on a appelé certaines communes, c'est un mois sur l'autre pour certaines, parce qu'ils ont les mêmes soucis de réapprovisionnement et aussi d'économie et d'anti-gaspillage. Voilà. Après, sur les pique-niques, c'est très compliqué, parce qu'on a un problème de responsabilité. Vous voyez bien que même maintenant, quand il y a un anniversaire ou autre, il n'y a plus de gâteau fait maison. Là, un pique-nique d'un enfant, ça veut dire que ça va être stocké. On ne sait pas comment ça a été cuisiné. Imaginez-vous s'il y a un problème de digestion ou une intoxication alimentaire, qui en porte la responsabilité? Celui qui a stocké, qui a chauffé,
ou celui qui a cuisiné. Donc voilà, donc là, c'est très, là, il y a un problème de responsabilité qui est difficile pour nous, collectivités, à prendre. Voilà pour la question 1. La question 2, c'était organisation des conseils. Pour les prochains conseils municipaux, serait-il possible d'anticiper la date du conseil d'au moins 2 semaines afin de pouvoir s'organiser? Donc ça a été très compliqué pour ce conseil. On devait même le faire, au départ, il était prévu qu'on le fasse hier. Et c'est les services fiscaux, la DGFiP, tout à l'heure, vous avez voté pour une modification budgétaire qui nous a demandé de changer parce qu'ils étaient en retard sur des écritures. Donc on jongle un petit peu, surtout en cette fin d'année. Maintenant, on va essayer, on va faire en sorte de vous prévenir sur les jours de conseil, mais la date peut changer aussi si on n'a pas tous les documents venant des services de l'État. Après, quand c'est des délibérations internes, à quelque chose de près, ça peut le faire sans aucun problème. Mais quand on rentre après sur des délibérations obligatoires, sur le budget, sur la fiscalité ou autre, là on est tenu à des délais, bien sûr on est tenu à certains documents que nous ne maîtrisons pas le temps. Voilà. Ça c'était les 2 questions de Madame Runcer. Maintenant, Monsieur Benat, vous avez posé 8 questions. Je vous laisse l'honneur de les poser. Et avec honneur. Alors, question 1. La digue. Pourquoi avoir posé une règle de lecture d'eau sur un monument classé? Bon, alors la digue, vous le savez, et ça date d'un temps certain, depuis 4 ans, même 5 ans, hein, parce que ça a été signé juste avant les élections. Nous avons des études qui sont faites sur ce monument. Vous savez que la digue est un monument classé, premièrement, et sécuritaire. Donc cette étude-là a été demandée, a été installée par la CCPOP à la demande de la DREAL. Hein. C'est pour pouvoir gérer le niveau de la digue et être au plus bas que ceux qui s'étaient précédemment. Voilà, ça rentre dans ces études-là. Voilà. Après, je n'en sais pas plus dans le sens où c'est leur souhait de pouvoir contrôler. Et là, ils ont autorisé en fait à mettre ce qu'avec ouais. C'est l'ADREAL qui gère ça. Et il y a quelques conseils municipaux auparavant, on avait demandé dans les questions qu'au niveau de la porte de la roche, il y ait quelque chose pour éviter que les gens se tordent de la cheville, donc il y a des bâtards d'eau. Est-ce que ça c'est classé ou est-ce qu'il faut faire quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais vous avez tout à fait raison. Comme nous, on a demandé aussi, comme nous, on a demandé à faire un parking, vous l'avez vu au niveau de la porte de Castellan, ça a duré 2 ans pour ouvrir et faire stationner 30 véhicules. Oui, mais c'est ce qu'on remet en cause, c'est-à-dire certains services de l'État qui ont, eux, le droit de gouverner, même au niveau des communes, en sachant que la digue n'est plus une compétence communale, hein, depuis 2018, de mémoire. C'est avec la taxe GEMAPI qu'on paye tous, hein, et on en paye des taxes, ça c'est sûr. C'est géré par la CCPOP au niveau de la maîtrise du bien, et après il y a toutes ces études autour, dont moi je n'ai aucune autorité, et je vous dirais même que je me suis battu et je me battrai encore dans le futur pour l'herbe entre les joints de la digue. J'attends toujours une réponse des services de l'État, on les a relancés et on attend toujours. Voilà, c'est comme ça, c'est notre beau pays. On avait posé la question à Yann Montag, assez responsable, si l'entrée de la porte de Roche était classée. J'ai jamais eu de réponse. C'est l'enceinte globale, donc même l'entrée. Et je vous dirais qu'à l'époque, quand la digue n'était pas classée, il y a eu des travaux de fait. On voit, j'allais dire l'ancienne douane, mais je me comprends, on comprend tous ces bancs qui ont été installés, les dalles béton qui ont été faites. Aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire.
Aujourd'hui, on ne pourrait pas mettre un banc au pied de la ville, on ne pourrait pas refaire les marches comme elles sont en ce moment, on n'a plus la maîtrise, on a des marches. Et vous le savez, on en a parlé ensemble, on a des marches qui sont cassées, que ce soit au niveau de la porte Léon Roche, ou que ce soit même les escaliers qui vont au niveau de la Blanquette. Mais non, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On m'a dit une fois, laissez les sachants faire. C'est ça, monsieur Benoît. Si quelqu'un dégringole, par exemple, l'escalier, faute de... Faute de, eh bien, ça sera remonté auprès des sachants. Ça peut arriver. Oui, mais bien sûr que ça peut. Ça peut. Comme la digue peut se fissurer, vous avez vu l'herbe, et encore, on a les services de CCPOP qui interviennent rapidement pour la traiter, mais vous voyez, ce qui devait arriver arriva. Quand j'ai fait des courriers à l'époque, je disais, c'était des petites brindilles, regardez maintenant, c'est des arbres qui poussent, vrai, j'exagère. Mais oui, c'est normal, on laisse la nature reprendre ses droits, et ben voilà. Vous avez eu un bruit comme quoi il devait la recimenter, refaire les joints. Moi, j'en ai entendu beaucoup en 4 ans sur la digue, et je vois qu'aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Je vous dirais que même ces études-là, on a un profil en début d'année, et ça va être encore une simagrée d'une vingtaine de personnes qui vont nous donner des leçons de comment gérer la digue, en sachant qu'on sait comment il faut la gérer. Il suffit de nous donner juste les autorités, l'autorisation et un peu de moyens quand même, parce que ça coûte, sauf que c'est un monument classé, pour refaire ses joints. On passe à la question suivante, monsieur Bellin. La rue Cassé, pourquoi avoir mis une chicane alors qu'il y a un panneau zone 30? Alors, ont été mis en même temps la zone 30 et la chicane. Parce que la zone 30 s'arrêtait à la limite de cette voie-là, comme aussi aux anciens combattants et comme aussi à la Blanquette. À la demande des riverains, j'ai fait une réunion de quartier, j'ai rencontré les riverains, je sais qu'ils subissent la vitesse des véhicules, on a discuté et j'ai pris cette décision-là de passer à 30 ces 3 voies, c'est-à-dire maintenant on est jusqu'à Saint-Charles, la fin de la zone de 30. Et la chicane, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui habitent à ce niveau-là, qui avaient du mal à sortir de chez eux, parce qu'il y a une construction qui a été faite, qui est assez volumineuse, et ils avaient un problème pour entrer sur cette voie. C'est pour cela que j'ai demandé, alors c'est en essai, vous avez vu, c'est jaune. Tout à fait. Hein, on est en essai. On verra, apparemment, les riverains sont contents, parce que l'objectif, c'est surtout ceux qui l'utilisent, c'est-à-dire ceux qui avaient des difficultés à sortir de chez eux. Sont contents. Donc après, on verra avec les services de la POP dans combien de temps on va le passer définitif. Et voilà, donc ça a été à leur demande. Et je vous dirais qu'ils sont contents. De plus, on a voulu limiter et donner la priorité à ceux qui viennent. Ceux qui doivent s'arrêter, c'est ceux qui viennent de la digue, du village. Et ceux qui sortent de chez eux ont plus de visibilité maintenant. En fait, donc ça rentre vraiment dans la sécurité routière. Mais le fond de ma question, justement, c'était parce que je vous avais demandé, moi, là où il y a les bus, de faire un plateau. Vous m'avez dit non, c'est une zone de 30, il n'y en a pas besoin, et après on passe en zone 20, zone de partage. Voilà, c'est pour ça que je voulais savoir pourquoi là vous avez mis cette chicane. Mais là, vous avez vu, il n'y a pas de plateau, hein, c'est une chicane très simple. C'est une chicane, bon. D'accord. 3. Les subventions. Merci de nous dire si le montant de subvention hors association demandé est égal à celui reçu depuis votre arrivée en mairie. Ben, malheureusement, non. Parce qu'on demande toujours le maximum. Vous savez, quand les dossiers de subvention, les services de l'État ou le département ou autre ouvrent des projets finançables, subventionnables, et ils disent à concurrence de telle somme, plafonné à telle somme, allant jusqu'à 80% et 80% du projet. Donc nous, on candidate toujours, et vous avez voté tous, des demandes de subvention au maximum. On l'a fait tout à l'heure aussi pour la CAF, au maximum. Par contre, la loi dit qu'on a obligation qu'il y ait toujours 20% de reste à charge de la commune. Donc souvent, on a pu voter des demandes de subvention à la hauteur de 80%, ou moins, si au niveau du détail de la demande de subvention, l'établissement payeur disait subventionnable à telle hauteur, tel pourcentage.
Donc voilà, donc non, ce serait génial d'avoir 100% de subvention, et hélas, non, c'est pas possible. Après, ça devient un don. Question 4, rond-point RD 237. Qui entretient le rond-point? Donc, quand je parle du rond-point 237, c'est là où il y a le parquet. C'est la commune. Oui, donc, il faut entretenir calme, il faire quelque chose de calme. Les agents des services techniques le font. L'herbe a poussé, vous avez raison. Ah oui. C'est la commune qui l'entretient. On ne voit plus les galets, on ne voit plus rien, c'est bien dommage. Donc, je voudrais poser la question lorsque... Vous passez à la question suivante, monsieur Benat, s'il vous plaît. Alors, le cimetière, à l'entrée du cimetière, il y a un cèdre avec d'énormes branches qui, par fort vent, peuvent casser et tomber sur les tombes. Que pouvez-vous faire là-dessus? Alors, c'est pas moi qui vais monter pour Ça, c'est clair. pour l'entretenir, hein. Mais à côté de ça, on a des contrats d'entretien avec différents intervenants, mais on va leur poser la question, parce qu'il est vrai qu'il est magnifique, cet arbre, il est ancien. Après, quand il y a du Mistral, oui, les branches bougent, mais bon, comme tout, aller dans différents lieux où il y a des peupliers, je peux vous dire qu'il y a des endroits, c'est difficile. Michel Leroux, je peux apporter peut-être un complément. Quand on retrouve les plans du cimetière de 1868, cet arbre était déjà planté. Mais il ne fait pas partie des arbres remarquables. Ça y est, les branches d'un arbre de cette ampleur, voilà. C'est souvent signé son arrêt de mort. Voilà, il est déjà sous les plans anciens, ce n'est pas un arbre à dire, oui, si jamais il y a un je suis d'accord avec vous, je le comprends bien, si ce n'est que il y en a eu qui casse. Oui, mais n'importe quel arbre peut casser à cause d'une rafale de Mistral. Hein. C'est sûr, on appelle ça un accident, hein, ça peut arriver, mais il faut qu'on soit très vigilant, et tu as raison, Viviane, sur la gestion de ces arbres. Il fait partie des arbres remarquables de la commune. Donc au moins on le touche, au mieux il se porte. Hein. Oui. Donc, question suivante. 6. Alors, élagage, route des îlots, aire de la détente, où en est l'élagage photo jointe? C'est la question 6, la photo est dessous. On en avait parlé en conseil municipal que vous aviez les mêmes obligations que le privé, c'est-à-dire élaguer ce qui vous incombe. Donc, est-ce que c'est ce tronçon? Il me semble qu'à cette époque-là, vous avez la question, vous avez dit oui, c'est à nous. Alors là, il y a différents intervenants. Nous avons, pour situer le lieu, c'est là où, juste après la maison des jeunes et le stade, c'est la partie boisée en limite de la départementale. Donc là, il y a différents intervenants parce qu'il y a le département au titre de la départementale. Nous avons la commune à l'intérieur de ce lieu-là. Et nous avons aussi la limite aussi des arbres d'alignement avec la Via Rona, une autre compétence du département. Nous sommes intervenus au côté ouest déjà. Il y a les canis, il y a eu des différents travaux de fait. Et on revient petit à petit là-dessus. Après, il y a certains végétaux qu'on ne taille pas en ce moment, qu'on taillera plus tard. Mais il y a eu des arbres qui ont été mis en sécurité. Je vous avais parlé de cela auparavant, mais c'est toujours les mêmes, ils n'ont jamais été taillés. Et les câbles, ils sont entremêlés là-dedans. Et un jour, il y a des gens qui se proposent sans téléphone, et peut-être sans électricité aussi. Voilà, vous avez des obligations dans les cas de figure. Donc, 7, plateau de la Bonne Amour. Le premier plateau venant de Cadrousse n'est pas signalé par un indicateur de vitesse. Est-ce normal? Et de plus, les branches, donc les sapins qui sont en bordure de la route, cachent le panneau indicateur du plateau. Donc ça veut dire qu'il y a un plateau. Il y a juste des branches à tailler. Parce que vous me dites qu'il n'y a pas de panneau. De vitesse. Indicateur de vitesse pour faire relativiser. Et le panneau, c'est le panneau qui annonce le plateau. Il est au pied du plateau. C'est au pied du plateau celui-là. Et vous avez des branches de sapin, on ne le voit pas. Et il n'y a pas de... Donc là, par contre, c'est un riverain. On verra le riverain pour les arbres. C'est sûrement, on verra. On enverra les services. Ouais. Donc, le panneau limitation de vitesse, ça ne se met pas là. Vous ne limitez pas d'autre côté, côté orange, il y a un panneau, il est limité 30 ans. On est fait plateau sinon. Peut-être. Non, c'est sûr. Je ne sais pas,
Je ne regarde pas tous les panneaux de la commune, et s'il en manque un, on le mettra. Hein. On en met souvent. Il y a des petits rigolos qui s'amusent à les démonter. L'année dernière, vous avez eu une réunion avec la suppléante du département, Madame Clément, vous en avez parlé. La suppléante de M. Gangopard du département. Vous avez eu une réunion, elle était venue, et vous avez parlé de ce plateau-là, et de ce qu'il fallait. Bon, on avait parlé de ce plateau, d'accord. Alors, 8. L'emprunt, avez-vous reçu l'emprunt de 600 000 € que vous aviez donc demandé, et a-t-il déjà été asservi ou pas? Alors cet emprunt, oui, bien sûr, on l'a reçu. Oui, on l'a reçu. On l'a reçu, on l'a utilisé pour les travaux de l'église, de la passerelle, de Châteauvieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait un emprunt effectué pour pouvoir réaliser les gros travaux sur la commune, parce que on ne pouvait pas réaliser ces travaux sans emprunter. La commune étant en un taux d'endettement assez bas, nous avons les moyens de financer ce prêt. Donc voilà. C'est pour ça qu'on avait passé ce prêt, pour faire les investissements que la commune a besoin. Donc ça veut dire qu'en plus... Je continue, je continue. Ça nous permet aussi, en attendant les subventions, parce que l'Église, on est sur un budget de 550 000 €, vous parliez d'un budget de 600 000, hein, d'un prêt. C'est aussi qu'on ne perçoit pas les subventions. Admettons, le département, c'est 218 000 € de mémoire, et la région, on est à 102 000 €. Hein, je crois que c'est ça. 232. Voilà, 232 et 102 000. C'est aussi, cette somme est utilisée pour pouvoir payer les entreprises, mais nous, on a les subventions 12 mois après, au minimum, et il faut quand même payer les entreprises. Et donc, une fois qu'on aura le retour des subventions, l'argent qui restera, on va pouvoir continuer à investir aussi. Oui, ça va beaucoup, même. Ah oui, mais bon, on laisse l'église tomber. Il y en a pour 560 000, c'est la 31. Et je vous dirais que ça a été estimé en 2018 environ à 1,4 million. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les nouveaux tarifs, on dépasse les 2 millions. Mais bon, voilà, on ne va pas laisser périr notre patrimoine. Donc, et puis, c'est de nos responsabilités. Donc, il faut absolument le faire. Est-ce que c'était rentré dans le budget primitif ou pas, ça? Oui, bien sûr. Bon, mais très bien. On a fini. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année. Merci. Et, comme on dit chez nous, bon boudon et un long Kevin.